Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être. Embarquez pour une aventure autour du monde en découvrant des destinations et cultures fascinantes tout en explorant le bien-être sous toutes ses formes. Que vous soyez enthousiaste à l'idée de voyager, curieux de nouvelles cultures ou passionné par le bien-être, la santé, les sports et même en quête de réflexion profonde, ce podcast est pour vous. Dans chaque épisode de ce double voyage, nos invités partageront un pays qui les a marqués, mais aussi une thématique spécifique, que ce soit leur passion ou tout simplement leur histoire. Vous pourrez ainsi non seulement vous évader, mais aussi repartir avec des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Olivia est une aventurière aux multiples talents. Journaliste, reporter engagée, photographe, vidéaste, créatrice de contenu et youtubeuse. Elle parcourt le monde depuis des années pour capturer ses plus belles découvertes. Un pays en particulier l'a profondément marquée, la Tanzanie. Dans cet épisode, Olivia nous transporte au cœur de ce pays, à travers sa faune, sa flore et surtout ses rencontres, notamment avec le peuple Maasai. Ces échanges ont été si bouleversants qu'ils l'ont inspirée à tourner un épisode de sa série documentaire Humanité, dédiée à la planète et aux liens qui nous unissent en tant qu'êtres humains. Elle nous parlera également de son incroyable aventure en 4x4 à travers le continent africain, un voyage épique, ponctué de péripéties et de découvertes inattendues. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Olivia. Salut! Comment vas-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu? Eh ben écoute, très bien, il fait beau, tout va bien. C'est la rentrée. Ouais, aussi, ça fait bizarre, l'été est passé très vite. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas assez rapidement? Qui est le petit reporter? Bah du coup, ouais, je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans et quand on englobe un petit peu tout, on peut dire que je suis créatrice de contenu spécialisée dans le voyage. Et en creusant un peu, c'est qu'en gros, je passe beaucoup de temps à l'étranger en voyage et j'essaye de faire des photos, des vidéos, de partager un petit peu mes découvertes, des rencontres à travers différents réseaux sociaux. Donc il y a sur Instagram, il y a sur YouTube, il y a mon blog voyage, pas mal de petites choses. Il y a des formats un petit peu plus aventure et il y a des formats un petit peu plus poussés documentaires. Donc c'est très large, mais en gros, je pars en voyage, souvent seule, et puis j'essaie d'aller à la rencontre des autres et de partager ça. Parce que ce que tu expliques dans tes vidéos, c'est que tu as vraiment quand même un but éducatif dans tout ce que tu transmets en fait. Ouais, j'essaye que ça soit pas juste centré sur ma personne parce que je trouve que enfin, ça me ressemble pas forcément. Donc il y a des choses, des fois c'est juste mes découvertes, mes états d'âme, tout ça. Mais après il y a une grosse partie à côté où j'essaie justement de poser des questions, de faire que les gens m'expliquent un petit peu leur histoire ou quelque chose de plus culturel, ce genre de choses. Et vraiment, en fait, je trouve que les réseaux sociaux peuvent être utilisés aussi comme ça, où justement, à travers des photos et des vidéos, on peut aussi apporter des informations, apporter un petit peu de quelque chose que les gens n'iraient pas forcément chercher parce qu'ils vont pas aller creuser sur différents pays, parce qu'on peut pas non plus s'intéresser à tout. Mais du coup, j'essaye de leur apporter un petit peu ça, parce que je vais aller dans des pays où peut-être moins de gens vont. Et je me dis qu'à travers mes réseaux sociaux, justement, j'ai cette possibilité de faire passer des messages et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir justement travailler à faire à moitié mes aventures, à moitié des découvertes culturelles et essayer de faire un petit mix de tout ça. Et c'est pour ça que je suis tellement contente de te recevoir sur le podcast, puisqu'on le disait juste avant, c'est vrai qu'on est assez alignés là-dessus sur partager toutes ces découvertes culturelles, pardon, comme tu viens de le mentionner. Et peut-être expliquer aussi d'où vient le nom Le Petit Reporter, parce que c'est ton nom sur YouTube, sur Instagram. Ouais, ça c'est quand j'ai commencé du coup mes réseaux sociaux, donc c'était en 2018. À la base, je voulais simplement créer mon blog voyage trouver un nom. En fait, je trouve que c'est le plus compliqué dans tout ça. Donc, je voulais quelque chose qui sonnait un petit peu, justement, avec le côté documentaire, le côté, ok, je vais pas juste partager ma vie, mais je vais essayer de faire des trucs un petit peu plus creusés. Et du coup, au final, le petit reporter, c'est venu parce que vous voyez, il y avait le mot reportage, même si c'est différent, je fais pas du reportage genre pour la télé, mais il y avait cette notion quand même pour les documentaires, pour tout ça, le fait d'avoir un petit peu ce côté quand même journalistique avec des interviews, avec des sujets plus profonds, et je trouvais que ça englobait bien un petit peu tout ce que je faisais.
Complètement. Et puis c'est vrai, tu l'expliques aussi sur ton blog, tu as fait des études de journalisme et puis il y a donc tous ces voyages, tu as fait un tour du monde en solo. Ensuite, là, ta grande aventure en Afrique dont on va parler. Et pour la petite anecdote, j'explique toujours un petit peu comment les invités se sont retrouvés sur le podcast. Moi, ça va faire un peu plus d'un an que j'ai lancé Good Visa, un peu plus d'un an que j'ai découvert aussi en parallèle ton compte. Tu vois, je pense que l'aspect culturel, Instagram, c'est tout de suite dit, allez, on Mm. va lui suggérer cette personne-là et tu étais en voyage et il me tardait qu'une chose assez égoïstement, c'est que tu rentres pour pouvoir nous raconter tout ça. Et encore merci d'avoir accepté mon invitation, comme quoi la patience paye souvent. Et donc je suis vraiment ravie de te recevoir. Donc c'est vrai qu'en termes de pays, quand j'ai vu tous les pays que tu avais fait, je me suis un peu posé la question, bon, on va prendre lequel? Et c'est vrai qu'un des pays qui ressortait du lot et un pays où tu es beaucoup retourné, c'est la Tanzanie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se fait que tu sois autant retourné dans ce pays, cet amour que tu as pour cet endroit? Ouais, bah, la Tanzanie, en fait, j'y suis allée la première fois pendant mon tour du monde, justement. Donc, j'étais partie 8 mois toute seule au moment où j'ai créé mes réseaux sociaux et c'était pour voir justement si ça me plaisait déjà, si le fait de faire du contenu en voyageant, ça me plaisait, si ça pouvait marcher, si ça pouvait intéresser. Et en fait, dans les derniers pays juste avant de rentrer en France, je suis passée par le Kenya et la Tanzanie. Donc, c'était la première fois que j'allais dans cette zone du monde. Pas la première fois en Afrique, parce que j'étais déjà allée au Maroc, mais j'étais allée que au Maroc en Afrique jusque-là. Et en fait, ça a été un gros coup de cœur, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mine de rien, quand j'avais dit sur les réseaux que j'allais au Kenya et en Tanzanie toute seule, j'avais eu pas mal de messages de personnes en mode Mon Dieu, tu vas toute seule dans cette zone en Afrique, tout ça. J'étais là-bas, enfin, les gars, tranquille, hein, c'est pas exceptionnel non plus. Et en fait, bah, ça a été que de la belle découverte. J'ai vraiment passé plusieurs semaines au final entre Kenya et Tanzanie. J'y suis restée 1 mois et demi dans les deux pays, 3 semaines et 3 semaines à peu près dans chacun. Et en fait, c'était exceptionnel. Vraiment, j'ai fait que des belles découvertes parce que justement, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, chaque jour, je découvrais quelque chose, que ce soit pour les beaux paysages, que ce soit pour la culture locale, la facilité de voyager en fait quand on est une femme seule. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué. Et la Tanzanie particulièrement, parce que comme c'était la fin de mon tour du monde, je commençais, mine de rien, à être un petit peu fatiguée, d'être avec mon sac à dos, d'être toute seule. T'as quand même, au bout d'un moment, t'as envie quand même de revoir tes proches. T'as la fatigue physique aussi. Et en fait, je me suis retrouvée un peu par hasard chez une famille franco-maçaï. Donc en fait, elle s'appelle Fanny, lui, il s'appelle Ibra. Et j'avais fait des petites recherches sur Facebook. À ce moment-là, ils n'étaient pas encore ultra développés. Ils commençaient à se développer, mais ils n'étaient pas encore très connus dans le monde du tourisme. Et en fait, ils avaient une chambre d'hôte dans le centre du pays, la Tanzanie, et ils proposaient de venir dormir chez eux. Et Ibra, qui est Maasai, proposait d'aller dans son village, là où il est né, là où il a grandi, pour découvrir la culture Maasai. Et moi, je trouvais ça absolument génial. Donc, au final, j'ai passé quasiment 10 jours avec eux. Donc, les premiers jours à me reposer à la chambre d'hôte tranquillement, à les rencontrer et tout. Et puis après, je suis partie avec Ibra dans le village. Et j'y ai passé 4-5 jours. Et en fait, c'était juste fou. J'étais acceptée enfin, dans une famille qui connaissait bien. On a passé vraiment du temps. J'ai pu découvrir beaucoup de choses de leur culture. Et en fait, enfin, je me sentais vraiment super bien. J'ai tissé des vrais liens avec eux. Et en fait, quand je suis partie, quand j'ai quitté le village, je me suis vraiment dit, c'est impossible de ne pas revenir. Et en fait, oui, je suis revenue plusieurs fois parce que déjà pour moi-même, j'avais très envie de retourner là-bas, j'avais un fort attachement. Donc j'avais envie de... En fait, je me sentais très très bien là-bas et je me sentais bien avec les gens. Donc j'adorais pouvoir y retourner, c'était un petit peu une safe place. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à proposer des voyages organisés avec certains abonnés, parce que justement j'avais eu beaucoup de retours en mode mais c'est trop bien que justement tu montres une partie du monde qu'on ne connaît pas forcément ou sur lequel on peut avoir des a priori. Et en fait, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient j'aimerais bien y aller, mais j'ose pas ou je sais pas trop comment faire. Et donc, avec Fanny et Bra, on a organisé des voyages sur place. Et donc, c'était trop bien de pouvoir déjà rencontrer des gens qui suivaient mes aventures, vivre un petit bout avec eux et leur montrer justement
que le continent africain et particulièrement du coup la Tanzanie, bah, en fait c'était génial à découvrir, qu'il y avait plein de choses à faire et que c'était safe d'y aller, que enfin ça valait vraiment le coup. Et du coup c'est comme ça que j'y suis retournée plusieurs fois parce que il y avait ces petits voyages organisés où à la base je me suis dit bah, je vais en faire un et puis on va voir ce que ça donne. Et en fait il y avait eu tellement de demandes qu'au final en Tanzanie j'en ai fait quatre. Ah oui, quand même. euh, Quatre ou cinq. Donc ouais, et voilà, c'est vraiment un lien très particulier avec ce pays. Et là d'ailleurs, ça fait plusieurs années que j'y suis pas retournée. J'y suis retournée juste en sortant de la pandémie de Covid. Donc c'était début 2021. Et depuis ce moment-là, en fait, j'y suis pas retournée parce que j'attends, en fait. Donc là, on est parti, on en reparlera un peu plus, mais je suis partie faire du coup le tour du continent africain en 4x4 par la route. Et en fait, à la toute base, je devais commencer par le côté est. Et donc la Tanzanie était dans les premiers pays. Et puis, il y a eu des petits soucis de frontières, de conflits locaux. Donc, on a finalement décidé de partir par l'ouest. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai tellement envie que la prochaine fois que je vais en Tanzanie, d'y arriver par la route, d'y arriver avec mon 4x4 et de me dire vraiment, ok, là, j'y suis de retour. Ça fait plusieurs années. Ça va être très fort en émotion parce que du coup, j'aurais pas revu toutes ces personnes depuis 3-4 ans, du coup, au final. Et voilà, mais j'ai hâte, j'ai très très hâte d'y retourner et de pouvoir découvrir le pays autrement aussi. Parce que jusque-là, j'y ai toujours été en sac à dos. Donc là, en véhicule, ça va être, je pense, très différent de pouvoir me balader un petit peu partout, pouvoir faire du bivouac sauvage un petit peu où je veux. Et puis j'ai très hâte de retourner dans ce village pour retrouver les gens. Et parce que mine de rien, enfin, c'est aussi compliqué d'avoir des nouvelles, même si j'ai des nouvelles très souvent de Fanny et Ibra. Ibra, lui, quand il va dans le village. Déjà, il va pas forcément toujours dans le même village parce que justement, il veut quand même que ça reste authentique. Donc, faut pas emmener les gens toujours dans le même village. Donc, il change un petit peu et puis il change de famille aussi. Et du coup, avoir des nouvelles de cette famille-là, c'est compliqué. Ils vont pas avoir les réseaux sociaux pour m'envoyer un petit message, me dire tout va bien. Donc, c'est vrai qu'il y a, pour certains, ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles. Donc, je sais qu'ils vont bien parce que Ibrahim m'aurait dit s'il y avait, voilà, il me l'aurait dit s'il y avait eu un problème. Mais je sais pas exactement voilà, ce qui s'est passé dans leur vie, comment ils évoluent, si tout va bien. Donc j'ai quand même très très hâte de pouvoir y retourner. Ouais. J'imagine avec les enfants qui grandissent aussi, parce que tu as rencontré beaucoup d'enfants. Effectivement, on a tellement de choses à couvrir, j'ai vraiment hâte. Donc à mon habitude, je fais un petit rappel historique, une petite introduction sur le pays. Donc la Tanzanie, c'est 65 millions d'habitants. La capitale, c'est Dodoma, mais la ville principale, c'est Dar es Salaam. Et donc c'est situé en Afrique de l'Est, c'est frontalier avec le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Congo, la Zambie, le Malawi, le Mozambique et l'océan Indien. Toujours plus de Ouais. frontières. Et donc la langue parlée, c'est le Swahili et l'anglais. Il y a aussi bien évidemment plus de 120 tribus, chacune avec sa propre langue, culture et tradition. Donc on est vraiment sur un énorme mélange culturel et donc comme je le disais, petit rappel historique, il y a d'abord eu donc cette période précoloniale avant l'arrivée des Européens où la région était bien un carrefour commercial important. Il y a ensuite eu la colonisation allemande, un mandat britannique, ensuite l'indépendance. Il y a ensuite eu la formation de la Tanzanie avec l'union de, alors je vais peut-être pas bien le prononcer, mais Tanganyika et Zanzibar. Donc Zanzibar, Ouais, Tanganyika. voilà, donc Zanzibar, c'est pas un pays indépendant, mais une région semi-autonome au sein de la Tanzanie. Et ensuite, il y a eu une transition vers une économie de marché dans les années 80-90. Et en termes de géographie, donc sur ton blog, tu racontes, bien évidemment, je mettrai le lien à la fin et dans le descriptif de l'épisode, tous les endroits que tu as pu découvrir, parce que vu que tu y es retourné plusieurs fois, tu as été à des endroits différents, tu as expérimenté différentes façons de voyager au sein de la Tanzanie. Donc si on couvre un petit peu les grandes zones, il y a forcément donc le mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique et le plus haut du monde qui ne fait pas partie d'une chaîne de montagnes. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as vu le mont Kili, comme tu mets, je crois, dans ton blog? Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai vu le Kili, c'était pas côté Tanzanie, c'était côté Kenya. Ah Parce oui, qu'en c'est vrai. fait, le Kilimandjaro, il est vraiment à la frontière au nord de la Tanzanie. Et donc, on peut le voir aussi du Kenya. Et en fait, comme je suis allée au Kenya avant d'aller en Tanzanie, eh ben, je suis allée dans le parc qui s'appelle le parc Amboseli, qui est côté Kenya, et en fait, qui est absolument incroyable parce que tu as tous ces animaux de la savane, et en toile de fond, tu as le Kilimandjaro. Et alors, il est souvent sous les nuages, parce que justement,
il est très haut, donc il y a beaucoup de nuages souvent. Et en fait, dans les derniers jours où j'étais au Kenya, il s'est découvert à un moment donné. Et ça m'a permis d'ailleurs de faire parmi mes plus belles photos d'animaux avec justement ces éléphants et le Kilimandjaro derrière, et c'est juste incroyable. Et du coup, en fait, c'est quand je suis retournée en Tanzanie, je l'ai revu, mais en fait d'une manière totalement différente, parce que j'étais totalement de l'autre côté, donc t'as pas le même point de vue. C'était pas la même saison, donc les neiges éternelles là-haut n'étaient pas les mêmes non plus. Et en fait, j'étais vachement plus proche, parce que côté Kenya, donc tu le vois, mais tu le vois quand même de très loin. Alors que quand tu arrives côté Tanzanie, tu peux littéralement être au pied du Kilimandjaro. Tu peux évidemment le grimper aussi, mais moi je l'ai pas fait à ce moment-là. Mais rien que d'être au pied, c'était juste incroyable parce que c'est un géant. Tu n'as rien autour, c'est tout plat et tu as juste ce mont Kilimandjaro là qui s'élève. Et c'est incroyable justement. En fait, tu dis, je suis sur le continent africain, il y a quand même des animaux de la savane, mais il y a une immense montagne avec de la neige là-haut. Et c'est juste hors du commun, je trouve. Et rien que d'en parler, j'en ai des frissons parce qu'effectivement, j'ai en tête les photos qu'il y a sur ton blog. Et en parlant de climat, donc c'est un climat tropical, il y a la saison sèche, la saison des pluies. Comme tu le disais, si on monte en altitude, ben bien évidemment, les températures vont chuter, mais sinon, en température moyenne, on avoisine les 30 degrés, voire plus, j'imagine, et le soleil tape très fort. Comment t'as ressenti, toi, ce climat? Ouais, bah, c'est un climat qui peut être très. Moi, c'est l'humidité qui me gêne en général, parce que c'est un peu étouffant. Donc, même si des fois, t'as du 30 degrés, mais si c'est du 30 degrés un peu sec, genre, tu peux quand même. Tu bouges et c'est pas non plus insupportable. Mais quand l'humidité est là, bah, si t'as 30 degrés, tu fais un pas et t'es déjà tout coulant. Donc, la Tanzanie, c'est un petit peu un milieu dans tout ça, c'est que t'as de l'humidité. Donc il va faire chaud quand t'as les 30 degrés, tu les sens. T'es bien content d'être le soir. Heureusement, la nuit, ça retombe en général. Donc tu passes quand même des nuits agréables. Mais c'est vrai que tu es content de prendre un petit peu de hauteur, principalement dans le nord de la Tanzanie où justement c'est un petit peu plus en relief. Ça fait du bien de prendre un petit peu de hauteur parce que cette chaleur, elle peut être quand même assez forte. Après moi, du coup, je suis habituée à pas mal voyager dans les pays chauds, donc je crains pas trop le chaud. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu bizarre, mais c'est vrai, c'est pas étouffant comme chaleur, donc ça reste agréable. Tu peux quand même, la journée, tu peux faire plein de choses. Donc ça va pas t'empêcher de pouvoir faire des activités chouettes et tout. Donc en fait c'est bien, c'est un juste milieu je trouve où vraiment, bah, par exemple si tu pars pendant l'hiver en France, bah, tu sais que tu vas aller dans un pays chaud, tu vas prendre un petit peu de soleil, un petit peu de vitamine D, c'est cool, sans non plus étouffer quoi. Oui, parce que je crois que tu me mentionnais forcément juillet-août, il y a beaucoup de monde. Toi, tu recommanderais plutôt d'y aller, voilà, pendant que c'est l'hiver en France? Bah, c'est vrai que pour avoir moins de monde, c'est cool. Après, la Tanzanie, donc la grosse saison des pluies, c'est vers avril-mai. Donc là, il peut vraiment, vraiment beaucoup pleuvoir. Donc il y a des gens qui y vont quand même parce que ça veut pas dire qu'il va pleuvoir H24, mais en fait, à plusieurs moments dans la journée, tu vas avoir des grosses averses qui vont passer. Après, il va refaire beau, mais tu auras ces averses quasiment quotidiennes. Donc après, tu peux adapter un petit peu ton programme. Mais partir pendant ces moments-là, ça va faire que généralement les vols sont moins chers, Hmm. même sur place, ça va être un petit peu moins cher parce qu'il y a moins de monde, mais il faut prendre en compte la pluie. Sinon, moi, ce que j'aime beaucoup, ouais, c'est un petit peu l'automne. Enfin, quand on est en automne en France, je trouve ça chouette parce que du coup, t'as pas forcément les vacances scolaires, donc t'as pas trop de monde, mais c'est quand même agréable. La saison des pluies est terminée depuis plusieurs mois, donc Hmm. ça redevient un petit peu sec dans l'air et c'est pas mal. Et t'as une petite saison des pluies qui est vers novembre-décembre. Moi, j'y suis déjà allée pendant cette période-là et du coup, c'est des petites averses qui passent. Après, ça dépend des années, hein, c'est jamais la même chose. Des fois, tu peux avoir des plus grosses averses, des fois, t'auras pas grand-chose. Mais voilà, la petite saison des pluies m'a pas empêché d'y aller. Après, voilà, faut regarder un petit peu. T'as les pour et les contre selon quand tu pars, quoi. Ça marche. Et donc, on parlait du mont Kilimandjaro. Moi, j'étais assez étonnée en termes de paysage. J'avais peut-être cet a priori, donc à tort, que c'était surtout bah, beaucoup de savane, beaucoup de désert, ce climat assez aride. Et au final, bah, surtout en découvrant ton blog aussi, où tu expliques tous les endroits que tu as fait, je me rends compte qu'il y a énormément donc, de parcs nationaux, de lacs. Il y a aussi beaucoup de forêts. Enfin, tu as montré vraiment toute une diversité de ce pays qui est hyper riche. Est-ce que tu peux nous parler peut-être, donc tu as fait par exemple Morogoro, tu as fait le parc national Mikumi,
Moshi, Makame, Lushuto, le parc de Gon. Enfin, j'ai l'impression que tu as déjà tout fait en Tanzanie. Est-ce que toi, il y a tes endroits préférés, on va dire, en Tanzanie, où là, justement, quand tu vas y retourner, tu te dis, bon, ok, j'ai vraiment envie de retourner voir, je sais pas, par exemple, les cascades, les sources d'eau chaude. Donc voilà, est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis, ok, ça, je veux vraiment y retourner, ou en tout cas que tu as envie de partager avec l'audience? Ouais, bah en fait, ce qui est drôle, c'est que j'y suis retournée plusieurs fois en Tanzanie, mais en vérité, j'ai pas découvert tout le pays. Il y a encore pas mal de zones que je connais pas. Genre, par exemple, le sud du pays, je le connais pas du tout. L'ouest du pays, je le connais très peu. Et en fait, je me suis beaucoup concentrée sur le centre, le nord et l'est. Donc, j'ai encore pas mal de choses à découvrir qui, je pense, seront très, très chouettes. Mais c'est vrai que c'est très différent. En fait, on a beaucoup, mais ça, je pense que c'est un petit peu dans l'imaginaire collectif que on associe directement le continent africain à un endroit très sec, très désertique, parce que premières images qu'on va avoir, c'est le Sahara. Et en Mm. fait, le Sahara, alors, c'est une très grande partie, mais c'est pas du tout tout le continent. Et c'est vrai que c'est moi, quand je lis un petit peu les commentaires sur mes réseaux et tout, quand je partage justement des paysages différents, c'est l'une des choses qui ressort le plus, c'est ah mais l'Afrique c'est aussi ça, c'est aussi beaucoup d'eau, c'est aussi de la verdure, c'est aussi des forêts. Et les gens vraiment sont un peu choqués de voir aussi ces images. Et moi je suis là, mais oui, c'est genre le continent africain n'est pas juste un grand désert de sable et de roches. Il y a beaucoup de choses et je trouve ça beau justement de pouvoir montrer ça. Et en Tanzanie, c'est vrai que alors tu vas avoir des endroits où ça va être la savane, ça va être très sec, encore une fois pendant la saison sèche. Mais pareil, la savane pendant la saison des pluies, en fait, c'est très vert, c'est beaucoup d'herbes, c'est très feuillu. Donc ça, on se rend pas compte parce que justement, comme il y a moins de monde qui part pendant la saison des pluies, t'as moins ces images, t'as moins ces photos. Mhm. C'est vrai aussi que c'est plus difficile de voir les animaux pendant ces saisons-là parce que comme les herbes sont plus hautes, c'est plus dense, donc tu vois pas forcément très loin. Donc en fait, comme on voit pas ces images-là beaucoup, et ben on a que les images de la sécheresse en tête, alors qu'en fait non, en Tanzanie il y a beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que bah justement, alors moi le centre du pays, donc c'est là où Fanny et Ibra habitent, donc à Morogoro, pas loin du parc de Mikumi, qui est une réserve avec pas mal d'animaux. Là où les villages Maasai sont dans ce coin aussi, là où je suis allée. Après, il y en a aussi dans le nord du pays. Et du coup, c'est vrai que moi, je connais beaucoup cette région-là du centre, que j'aime beaucoup, qui est pas forcément la plus exceptionnelle en termes de paysage, mais d'un point de vue culturel et relationnel, moi, je trouve c'est juste super intéressant et c'est pour ça que j'y retourne. Après, il y a des gens, quand ils retournent en Tanzanie, ils vont passer beaucoup de temps dans le nord du pays, donc autour de Arusha, Moshi, justement au pied du Kilimandjaro parce que tu as plusieurs parcs nationaux qui sont plus connus aussi, comme le Serengeti, le Ngorongoro. Voilà, t'as plusieurs endroits où en fait il y a une concentration d'animaux qui est très forte, et donc les gens ils retournent beaucoup à ces endroits-là. Donc c'est un endroit que j'aime aussi beaucoup. J'y étais du coup allée, mais où j'ai passé moins de temps parce que j'ai moins eu enfin j'ai moins rencontré de personnes. Alors qu'en soi, il y a des gens à rencontrer partout, hein, mais du coup, moi, dans le nord, un endroit que j'avais adoré, c'est justement ouais, Lushoto, où en fait, tu prends un petit peu de la hauteur, tu te retrouves dans une forêt dense, t'es pas très loin du Kilimandjaro, t'as plusieurs cascades, t'as plusieurs petites randos à faire, et en fait, c'est juste fou parce que ça dénote totalement avec quand t'es en bas dans la vallée où bah, t'es dans la savane. En saison sèche, c'est tout jaune, c'est tout sec, t'as pas trop d'arbres. Tu vois les animaux et puis hop, tu prends de la hauteur. Et là, t'as l'impression d'être dans une forêt équatoriale luxuriante. Et en fait, je trouve que cette diversité est très très belle. Après, encore une fois, dans le sud du pays, ça va être différent. À l'est, ça va être encore différent, justement, parce que tu vas avoir le littoral, tu vas avoir les belles plages de sable avec l'eau turquoise. Enfin, c'est encore super différent. Et donc, il y a pas mal de choses que tu peux faire en allant en Tanzanie. Quand tu creuses un petit peu, des fois, les gens, ils ont justement cette idée que tu vas rester que dans le nord parce que c'est là où il y a les choses les plus connues. Alors c'est très bien de le faire. Si tu as un peu plus de temps, faut pas hésiter aussi à sortir de ces endroits-là et aller un petit peu bah, justement dans des zones un petit peu moins touristiques, mais où c'est tout aussi beau. Et en fait, tu vas faire vachement de découvertes parce que tu n'auras pas forcément ces images en tête de ce que tu vas découvrir. Donc tout va être un petit peu nouveau. Et voilà, je trouve ça chouette parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Ça met des étoiles plein les yeux. Et justement, en parlant de tout ce qui est safari, parler des animaux, donc tu as vu des animaux partout, partout en Tanzanie. C'est impressionnant sur les photos que tu as prises. Je pense effectivement, tu disais celle avec les éléphants, qui est juste splendide.
Qu'est-ce que ça t'a fait les premières fois? Parce que donc tu as effectivement beaucoup voyagé, tu as vu d'autres pays du continent africain, donc par exemple le Kenya, j'imagine que tu as vu beaucoup d'animaux aussi. Mais qu'est-ce que ça fait quand on voit pour... Est-ce que tu te rappelles les premières fois où tu as vu tous ces animaux dans la savane? Ça devait être assez magique, j'imagine. Ah ouais, pour moi, c'était un rêve. Et je me rappelle très très bien de mon tout premier safari. Alors du coup, mon tout premier, c'était côté Kenya. Mais vraiment, c'était juste incroyable. Enfin, dès la première antilope que j'ai vue, j'ai pété un câble, quoi. J'étais là, mais c'est juste incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que bah, du coup, t'es avec un guide. Donc lui, il a grandi dans ce pays, il connaît les animaux par cœur. Il amène des gens à la découverte et tout. Donc lui, voir une antilope, il se dit, mais j'en ai un peu plus rien à faire, quoi. Et puis là, t'as quelqu'un à côté qui est en train de pleurer et de crier en mode Mon Dieu, c'est une antilope, oh mon Dieu, c'est une girafe. Et puis quand tu vois au loin et tout pour la première fois, c'est juste, c'est incroyable parce que tu te dis vraiment, t'es pas du tout dans un zoo, t'es dans un endroit en fait totalement naturel et en fait, t'es chez eux et c'est toi qui viens chez eux, qui viens découvrir leur environnement et c'est juste incroyable. Et je sais que bah, la première fois pour certains animaux, quand je les ai vus de loin, déjà de loin, je trouvais incroyable de voir leur silhouette. Et puis en fait, je me suis rendu compte que tu pouvais les voir de plus proche, que bah, justement, quand les guides, ils connaissent bien, ils savent les endroits où il faut aller, ils savent comment approcher les animaux tout en les respectant, parce qu'il faut pas les embêter non plus. Et en fait, au bout d'un moment, je trouvais ça juste fou, parce que tu te retrouves avec un éléphant qui passe à 5 mètres de toi, et t'es là, mais genre, c'est réel, quoi. L'éléphant passe là. Et il fait sa vie, il s'en fout de toi parce qu'il ressent pas un danger, il sait, voilà, il sait que t'es pas là pour le menacer. Mais c'est juste fou parce que tu te sens tout petit. Tu te dis que si tu l'embêtes, ben, clairement, enfin, il te donne un coup de trompe ou il aurait pas envie de le faire, hein. Mais tu peux imaginer que si jamais il se sent menacé ou en danger, ben, en fait, t'es rien du tout à côté de lui. Et c'est ça qui est beau parce que tu vois la puissance de la nature. Et après, enfin, moi, le summum, ça a été justement pendant mon tout premier safari, j'ai eu la chance de voir une famille de lions et de voir des lionceaux. Et c'était juste un rêve. Je voyais leurs petites têtes sortir là des herbes. C'était vraiment juste incroyable. Et du coup, j'ai eu la chance de faire d'autres safaris après. Et franchement, à chaque fois, alors oui, t'as plus la même découverte que la première fois, c'est normal. Mais à chaque fois, je suis à fond parce que je trouve ça juste magique de les revoir. Et ce que j'aime d'autant plus, c'est justement pendant ces voyages avec certains de mes abonnés où eux, ça va être la première fois qu'ils vont voir des animaux. Et en fait, je revis totalement toutes ces émotions à travers leur regard. Et moi, je suis là, bah, attends, je vais essayer de chercher des animaux pour eux, pour voir leur réaction. Et justement, avec Ibra, des fois, c'est un jeu parce que ils sont entre guides, ils ont des talkie-walkie, des fois, pour voilà, se dire, ah bah là, j'ai vu un animal. Donc, le but, c'est. Bon, alors, moi, quand on y va avec Ibra, à Mikumi, c'est un petit parc national, donc tu te retrouveras jamais avec des dizaines d'autres voitures. Mais du coup, c'est voilà, un guide par exemple va tomber sur un lion, il va prendre le temps avec les gens avec qui il est de profiter, et puis une fois qu'il aura bien profité, il va dire à un autre guide qu'il connaît, bah au cas où à cet endroit-là, j'ai vu un lion, et comme ça la prochaine fois, si c'est l'autre qui voit un lion, il lui dira, et puis il se donne des petits tuyaux. Et du coup, des fois, c'est très drôle parce que pendant nos voyages, Ibra, tu vas le voir, il parle du coup en Swahili au talkie. Et puis tout d'un coup, il s'excite un petit peu et puis il nous regarde, il va nous dire Lion. Et là, du coup, nous, on est en mode quoi? Lion, lion, lion. Et donc après, on roule tranquille. Et puis nous, en fait, on est là, mais attends, on a trop hâte, incroyable. Et puis là, on tombe sur le lion. Et c'est là, mais c'est juste fou, quoi. Et c'est trop bien de pouvoir redécouvrir un petit peu toutes ces émotions à travers les yeux des gens. Et ça fait que je reste totalement émerveillée. En plus, c'est toujours différent. Parce que quand tu vas voir des animaux, justement, des fois, tu vas voir des scènes de vie. Des fois, il y a un animal, des fois ils sont un troupeau, des fois tu vas avoir des bébés, des fois ils sont en période de chasse. Enfin, c'est tellement différent à chaque fois que tu ne peux pas ne pas être émerveillé, quoi. Donc, non, c'est vraiment fou de voir ces animaux, surtout dans ces paysages-là. Parce que c'est pareil, il y a plusieurs parcs nationaux. Chaque parc a bah, des paysages différents. Donc, des fois, tu vas être justement dans un endroit où c'est très sec, tu vois à perte de vue. Et puis après, ça va être un parc où ça sera un petit peu plus dense. T'en as un où tu verras bah, le Kilimandjaro en toile de fond. T'en as un autre, tu verras juste rien à perte de vue. Enfin, du coup, c'est assez fou quand même d'avoir toute cette diversité et toutes ces découvertes possibles dans un seul pays.
Incroyable. J'espère que les auditeurs et auditrices sont autant émerveillés que moi à t'entendre parler de ça. C'est vrai que je m'imagine les scènes et ça, c'est un rêve aussi pour ma part de faire un safari. Et toi d'ailleurs, tu as fait un safari à pied. Ouais, c'est Qui fait un safari à pied? vrai. T'avais pas peur? Enfin, comment ça s'est passé? Non, parce que c'est un endroit où en fait il n'y a pas de prédateurs. Parce que sinon, tu t'as évidemment absolument pas le droit quand tu es dans les parcs nationaux. Quand tu es en voiture, tu n'as pas le droit de sortir de ta voiture. Tu peux sortir que dans des zones délimitées, bah, là où tu vas avoir les lodges, où tu vas avoir des toilettes, ce genre de choses. Déjà pour ta propre sécurité, mine de rien. Enfin, ça reste des animaux sauvages, donc ils savent que quand tu es dans une voiture, c'est OK, mais quand ils voient un humain en dehors d'une voiture, c'est pas du tout le même ressenti. Et puis aussi, et surtout pour les animaux en eux-mêmes, voilà, le but, c'est pas de s'approcher, d'aller les gêner, d'aller mettre des odeurs qui pourraient interférer ou quoi que ce soit. Et puis, tu as évidemment malheureusement encore du braconnage qui existe, donc ils font très attention. Donc, bref, tout ça pour dire que quand tu es en safari, tu ne sors pas de ta voiture, mais tu as des endroits, en fait, ça va être souvent des réserves où tu n'as pas de prédateurs. Donc, les animaux restent sauvages, mais c'est dans une zone limitée pour les protéger et aussi pour protéger les villages aux alentours, parce qu'il y a tout un truc de cohabitation qui doit exister, parce que c'est très beau d'avoir des animaux sauvages, mais il y a aussi, enfin, faut aussi prendre en compte le côté local, où tu as des gens qui vivent, tu as des gens qui sont dans les villages, tu as des gens qui cultivent, par exemple, et tu peux avoir beaucoup de soucis. Justement entre les animaux et les humains parce que bah, des fois je dis n'importe quoi, nous on était allé voir un endroit où il y avait une association qui œuvrait pour justement la cohabitation entre les éléphants et les agriculteurs parce que les éléphants bah, énormes comme ils sont, ils mangent beaucoup, et ben en fait ils venaient, ils détruisaient tous les champs de maïs, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les habitants? Bah, ils voulaient se défendre et donc ils faisaient en sorte de chasser les éléphants, de leur faire peur. Et donc, il y a une association qui a pris ça en charge pour essayer justement de faire cohabiter. Et en fait, c'est là tout le parallèle. Donc, ils essaient d'avoir des endroits où les animaux sont totalement en liberté, des endroits où il y a des animaux, mais par contre, ils font attention à qu'ils ne sortent pas d'une certaine zone pour justement les champs et tout ça. Et bref, du coup, t'as des endroits, des réserves, souvent. Tu vas ne pas avoir de prédateurs, parce que le but c'est qu'il y ait bah, par exemple des girafes, des zèbres, des éléphants, mais tu vas pas avoir de félins par exemple. Et donc à certains endroits, ils mettent en place bah, des endroits où tu peux justement y aller à pied, tu peux y aller à vélo, tu peux y aller à cheval, t'as plusieurs petits trucs comme ça, et c'est vrai que c'est fou parce que, alors du coup c'est une approche qui est totalement différente, tu restes vachement plus loin des animaux parce qu'ils vont être plus craintifs de te voir à pied. Il y aura moins de concentration d'animaux aussi, mais c'est juste dingue de te dire que voilà, là tu marches et en fait t'es chez eux et tu vois les animaux comme ça et c'est juste fou quoi. C'est incroyable. Et tu vois, tu parlais de concentration. Dans mes recherches, j'ai vu que la Tanzanie abrite justement la plus forte concentration de faune sauvage par kilomètre carré au monde, avec plus de 450 types de mammifères. Est-ce que toi, justement, quand tu étais dans ces safaris et ainsi de suite, est-ce que tu as ton animal fétiche, on va dire, que tu adores voir? Ouais, alors moi j'avoue que j'aime plusieurs animaux à fond, mais j'aime particulièrement les zèbres. C'est vraiment mes chouchous, je les trouve juste trop mignons. Pourtant il y en a plein, donc les zèbres c'est quand même assez simple de les voir en safari. Mais je suis une grande passionnée aussi de chevaux, donc du coup les zèbres pour moi je les trouve juste trop chou. Et puis les lions. Les lions, je les trouve magiques, parce que justement, c'est un petit peu plus difficile de les trouver. Ça va être plus au lever et au coucher du soleil qui vont être en mouvement. Après la journée, souvent, ils vont dormir dans le bush, donc tu les vois pas trop. Et du coup, j'adore en fait quand c'est un peu plus rare de les voir, tu te dis c'est trop beau. Et enfin, le lion, quoi, toute la puissance, c'est juste magique. Et après, j'avoue que peu importe l'animal, quand il y a des bébés, moi je suis gaga. Enfin, ça peut être un bébé gnou, un bébé éléphant, un bébé girafe, peu importe. Ouais. Quand c'est en taille minuscule, je trouve ça juste incroyable. Et je crois que le plus mignon d'ailleurs que j'ai vu, c'était un bébé rhinocéros. Il a vécu quelques jours. Mais juste, c'est tellement mignon. C'est-à-dire qu'il est déjà super costaud. Il a la tête d'un vrai rhino, mais il est 10 fois plus petit que sa mère, quoi. Et c'est juste incroyable. Moi, quand je vois des bébés, je suis totalement gaga, quoi.
Moi, je pense que si j'en fais un et effectivement je vois des bébés animaux, on m'a perdu. Enfin, c'est fini. Et c'est une super bonne nouvelle pour les rhinocéros parce qu'on sait qu'ils sont quand même extrêmement menacés. Donc c'était une trop bonne nouvelle que tu vois un bébé. Et en parlant de bébé miniature, est-ce que tu connais le dik-dik? J'ai vu qu'apparemment c'est une espèce d'antilope en Tanzanie qui fait 40 centimètres de haut. Non mais Oui, 40 ouais. centimètres. Et tu en as déjà vu? Oui, j'en ai déjà vu, c'est trop chou. Ça doit être trop mignon. C'est vraiment minus. Ah ouais, non, c'est trop. Et puis enfin, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est un bébé. Et en fait, non, c'est pas un bébé, c'est son espèce, mais c'est tout petit, c'est trop chou. Et du coup, c'est très enfin, ça peut être assez rapide et du coup, assez dur de les voir, surtout dans la savane et tout, mais non, c'est trop chou cette espèce. J'adore. Vraiment, je pourrais parler des heures rien que de la partie safari, mais effectivement, je vois l'heure qui tourne et j'ai encore plein de questions à te poser. Un autre aspect que j'aimerais beaucoup qu'on aborde sur la Tanzanie, qu'on aborde beaucoup dans le podcast, c'est bien évidemment l'aspect culturel, la rencontre avec l'autre. Et justement pour ça, petite parenthèse dans cet aspect culturel sur la Tanzanie, tu as lancé il y a quelques années ta propre série documentaire, on va dire, que tu as appelée Humanité. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement ce projet, puisque tu as choisi de faire un épisode sur la Tanzanie et les Maasai dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien nous expliquer cela? Ouais, mais justement, quand j'expliquais que à travers mes réseaux sociaux, je voulais faire différents formats, il y a un format qui vraiment me faisait rêver, c'est le format qui est un petit peu plus reportage télé, donc c'est-à-dire des reportages plus longs, parce que sur Internet, en général, on essaye de faire pas trop long parce que le temps d'attention est différent. Et donc, c'est vrai que la plupart de mes vidéos sur YouTube, par exemple, elles font entre 15 et 20 minutes. Mais je voulais faire des formats plus longs, donc plutôt dans les 50 minutes, où en fait, je pouvais vraiment montrer plus de choses, mettre plus d'interviews, mettre plus d'informations sur un sujet. Et donc, je voulais vraiment pouvoir faire ça. Et en fait, la beauté d'Internet, c'est que tu peux faire ce que tu veux, en fait, hein. Quand tu lances si tu as une idée, tu lances un concept et puis tu tentes. Et donc, j'ai eu cette idée de la série documentaire. Et en fait, c'était vraiment de pouvoir faire des reportages au long cours sur différentes cultures, sur différents sujets. Et à chaque fois, d'aller dans un pays, de partir avec un autre créateur de contenu et en fait de découvrir à travers ses yeux là où on est, vivre plusieurs jours au sein d'une famille ou vivre une aventure, enfin vraiment essayer de découvrir un petit peu en profondeur un endroit. Et c'est vrai que bon, pour moi, c'était juste totalement logique de faire l'un de mes premiers épisodes en Tanzanie parce que j'étais allée plusieurs fois dans cette famille Maasai, dans ce pays, et je voulais un petit peu, enfin, en gros guillemets, leur rendre hommage dans le sens où leur laisser une visibilité et un format où justement on pouvait vraiment passer du temps avec eux, découvrir plusieurs choses, voir ce qui allait se passer parce que c'est pas scénarisé, donc on sait jamais ce qui peut se passer. Et du coup, ouais, j'y suis partie avec Pauline, donc du blog World Health, et on a passé plusieurs jours au sein de la famille que je connaissais. Donc pareil, c'était super beau de découvrir à travers les yeux de Pauline, justement qu'elle voit la culture Maasai, qu'elle rencontre les gens, qu'elle se rende compte de comment ils vivaient, leur quotidien, tout ça, qu'elle leur posait plein de questions parce qu'elle était très curieuse. Et c'était trop beau. Et d'ailleurs, l'un des plus forts moments de ce voyage, qui pour le coup était vraiment une grosse surprise, c'est qu'il y a eu un décès en fait dans le village. Donc là-bas, le rapport à la mort est très différent de chez nous. Et en fait, quand il y a un décès, tous les gens du village, même s'ils habitent à des kilomètres, ils vont se regrouper, ils vont faire une cérémonie, ils vont passer plusieurs jours ensemble. Et donc à ce moment-là, on a vu tout ça, on a vécu tout ça. Et l'un des derniers soirs, enfin, alors qu'on allait se coucher, tout d'un coup, il y a Ibra qui est là et qui dit, mais attendez, j'entends quelque chose. Alors nous, avec Pauline, on se regarde, on n'entendait rien du tout, mais eux, ils sont très habitués à faire attention à n'importe quel bruit. Et donc il dit, attendez, j'entends quelque chose, venez, on prend la voiture et on va dans cette direction. Donc on monte dans la voiture, on y va. Et en fait, là, on tombe en plein milieu de la nuit, hein. Et ben, il y avait tous les jeunes Maasai qui s'étaient regroupés et en fait qui étaient en train de faire des danses et des chants pour justement rendre hommage à la personne qui était décédée. Mais en même temps, c'était
un moment d'unité, de se regrouper, de célébration, enfin de voilà pour c'était juste super beau et super puissant. Et en fait, c'est le genre de moment, enfin, tu peux pas savoir que ça va se passer. Et franchement, c'était juste incroyable en émotion. Avec Pauline, on a pleuré, parce que c'était fou de pouvoir voir ça de nos propres yeux et tu ressentais vraiment toutes leurs émotions. C'était juste incroyable. Et en fait, c'est vraiment ce genre de moment et d'expérience que je voulais pouvoir partager à travers un format un petit peu différent sur les réseaux sociaux, sur Internet, où justement, des fois, tu vas avoir, t'as beaucoup de contenu assez léger sur Internet, ce qui est trop bien parce que c'est du divertissement et on en consomme beaucoup. Mais aussi, tu as des contenus un petit peu plus ouais, éducatif, culturel, mais fait par des gens d'Internet. Et en fait, moi, je trouvais ça cool d'essayer de trouver un format où j'essaye de mélanger un petit peu deux mondes. Ça fait assez prétentieux de dire ça, mais c'est réel, en mode j'amène un petit peu de code de la télé, mais j'amène aussi beaucoup de code d'Internet. Et je mets ça sur Internet pour que justement, ça soit plus ben, la jeune génération qui va passer beaucoup de temps, qui va consommer beaucoup d'Internet, mais je vais leur amener quelque chose qui peut leur être utile, qui va leur apprendre quelque chose, qui va leur peut-être leur donner envie, pas forcément d'aller voyager dans ces endroits à leur retour, même si c'est le but, mais au moins de s'intéresser un petit peu, de se dire, ah, j'ai vu quelque chose sur YouTube, maintenant, voilà, je sais qui sont les Maasai, je sais où se trouve la Tanzanie, j'ai des images de comment ils vivent et tout. En fait, je trouve ça beau justement d'avoir cette liberté de pouvoir mélanger un petit peu tout ça pour que ça soit du contenu qui, à la fin, je l'espère en tout cas, est utile et permet d'avoir une visibilité pour des sujets qui sont pas forcément mis en avant, quoi. Encore une fois, ce que je disais au début, c'est pour ça que j'adore ton projet, ta série et tout ce que tu partages, parce que on se retrouve encore une fois par rapport au podcast. C'est vraiment mon souhait aussi de qu'à la fin de la journée, les gens, comme tu dis, se disent pas forcément bon ben ça y est, je veux absolument aller en Tanzanie. Bon perso maintenant, je veux absolument aller en Tanzanie, ça c'est clair et net. Mais au moins qu'ils se disent ok, je sais le situer maintenant, j'ai plus conscience de leur culture. Tiens, tel sujet maintenant va me faire réfléchir un petit peu plus à ma propre vie parce que justement dans ce reportage où tu dis d'ailleurs, je crois toi-même dans une de tes vidéos, c'est un petit peu le rendez-vous en terre inconnue des créateurs de Ouais. contenu et des jeunes. Et c'est vrai que moi qui suis une grande fan de cette émission, c'est dans ton reportage, je l'ai retrouvé, je te le disais juste avant de commencer, j'étais même presque frustrée qu'il y ait qu'une heure, entre guillemets, même si j'imagine le travail phénoménal qu'il y a derrière, tellement c'était bien et tellement j'avais l'impression de regarder l'émission. Donc encore une fois, je mettrai bien évidemment le lien et on va pas avoir le temps de couvrir tous les sujets par rapport à la culture Maasai, mais j'encourage vraiment l'audience à aller regarder ce reportage parce qu'en plus tu fais ça, vu que tu es toute seule, enfin, tu es la seule vidéaste et tu expliques que c'était ton souhait aussi pour rester dans l'authenticité, pour Mm. vraiment filmer des échanges sans rentrer trop voilà, dans le côté télé, vraiment rester dans l'authenticité. Tu te mets beaucoup en retrait, tu arrives à capter les moments uniques, les moments pleins d'émotions, les échanges et c'est... Vraiment, j'ai été bluffée par ce reportage et tu montres aussi des moments de discussion assez drôles parce que, comme tu dis, il y a important d'avoir un petit peu de légèreté dans tout ça aussi. Où je me rappelle notamment cette discussion où vous parlez des planètes. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce moment-là? Oui, c'est vrai. Bah, en fait, il y a justement pas mal de discussions qu'on peut avoir et ce qui était beau, c'est que justement au fil des jours, bah, on crée des liens avec différentes personnes et donc nous, on avait pas mal de questions à leur poser sur leur quotidien, mais eux aussi avaient beaucoup de questions à nous poser. Et du coup, à un moment donné, justement, ouais, on a eu une discussion qui était enfin trop belle parce que juste c'était pur et c'est qu'on voilà, on voyait, il y avait les étoiles, la lune et tout, donc c'est des choses qu'ils voient tous les soirs. Et en fait, ben ils le voient, mais ils n'ont pas forcément l'occasion de faire des recherches ou de poser des questions sur ce que c'est. Et c'est vrai que justement, il nous avait posé la question de par rapport aux planètes, au système solaire. Donc on avait expliqué par rapport à la Lune, par rapport à la Terre, qu'est-ce qui tournait autour de quoi, comment était le système solaire, qu'est-ce que c'était les étoiles, la lumière et tout que ça produisait. Et c'était juste incroyable parce que nous, ça nous paraissait quelque chose d'assez simple. Mais pourquoi? Parce que on a eu la chance d'apprendre ces choses assez tôt, d'avoir accès à beaucoup d'informations et tout. Et du coup, enfin, c'est des moments qui sont vraiment magiques parce que tu te dis, en fait, même toi, ça te rappelle à quel point
c'est beau de juste se rendre compte de certaines choses qui sont très simples, que tu oublies totalement dans ta vie de tous les jours, des fois. Et en fait, là, t'es face à quelqu'un qui a vu des étoiles, par exemple, tous les jours de sa vie, mais qui s'est jamais plus que ça demandé ce que c'était. Et en fait, là, t'arrives à une soirée où t'es tous ensemble, et puis là, on te demande justement ce que c'est. Et toi, t'es là, moi, je sais ce que c'est, enfin, ça me paraît assez banal. Mhm. Et en fait, tu te mets dans la peau de l'autre, tu te dis, mais non, mais en vrai, c'est pas du tout banal. Et c'est vrai que quand tu y penses, d'être une personne sur Terre et de voir dans le ciel des étoiles, des planètes et tout, c'est pas du tout banal. C'est juste que nous, on prend ça pour acquis et on se dit, bon, ok, on est sur une planète, il y a d'autres planètes, bon, rien d'exceptionnel. Mais en fait, quand tu redis cette même chose à quelqu'un qui n'a pas eu justement ces informations-là, tu te dis, mais en fait, non, c'est totalement fou. Et c'est trop beau d'essayer d'expliquer. Du coup, il faut réussir à dire les bons mots, à bien expliquer. Enfin, c'est vraiment ce genre de conversations qui sont trop chou parce que ça va être des sujets qui te paraissent assez simples. Et en fait, non, c'est juste incroyable. Et tu vois en plus l'émotion dans leurs yeux quand vous leur expliquez certaines choses, ils sont vraiment bluffés. Même ils expliquent que eux, ils pensaient qu'on pouvait aller au bout de la terre pour aller toucher un mur. Enfin, et ils racontent ça de façon très naturelle. Et Mm. comme tu dis, tu te mets dans la peau de l'autre et tu essaies de te dire, bah oui, il n'a pas eu toute l'éducation qu'on a reçue forcément. Donc c'est vraiment hyper riche comme échange. Et tu vois, hier soir, j'ai regardé Rendez-vous en terre inconnue en Tanzanie avec la femme de Jamel Debbouze, dont j'ai oublié le Mélissa nom. Torio. Voilà, Mélissa. Et je trouve que entre ton reportage et leur reportage, c'est hyper complémentaire parce que j'ai trouvé dans le tien justement encore plus cette richesse dans les échanges où tu as vraiment filmé plein de discussions et tout ça. Donc quand j'ai regardé, je me suis dit, bah oui, c'était. J'ai déjà regardé Rendez-vous en terre inconnue avec le reportage d'Olivia, donc c'est pour dire la qualité vraiment de ton reportage. Et une autre discussion aussi qui m'a beaucoup plu par rapport à la culture. Comme je le disais, on va pas pouvoir aborder tous les aspects de la culture Maasai malheureusement, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ces notions, enfin ces échanges par rapport aux femmes et aux hommes, au rapport qu'ils ont. Parce que donc dans la culture Maasai, ils sont polygames, mais très soudés, comme tu l'expliques dans le reportage. Ça leur paraissait assez bizarre, par exemple, qu'en France, en général, on a qu'on soit monogame, qu'on n'ait qu'un partenaire, et vous expliquez tout ça, qu'il y a aussi l'homosexualité. Ça, c'est quelque chose qu'ils connaissaient pas du tout. Et il y a vraiment leur regard un peu ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Et toi, qu'est-ce que tu retiens dans, on va dire, allez, ton top 3 par rapport à leur culture? Est-ce que j'imagine que ces rapports hommes-femmes, ça a dû marquer? Ils en parlent beaucoup aussi avec Frédéric Lopez de ce rapport, en fait. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, le plus? Ouais, ça serait difficile de faire un top, mais c'est vrai qu'en fait, c'est juste, faut se rendre compte que c'est une manière de vivre et une société qui est totalement différente. Donc moi, je trouve ça important de le dire à chaque fois. Le but, c'est pas de comparer nos sociétés, c'est pas d'avoir un regard de jugement sur qui fait mieux ou quoi que ce soit. C'est important de venir en fait avec un regard neutre et de découvrir ce que l'autre, enfin comment il fonctionne, et puis de se dire ok c'est différent. C'est pas parce que moi j'ai l'impression que justement c'est mieux d'un côté ou de l'autre que enfin voilà, c'est vraiment, moi je trouve c'est important toujours de dire qu'il faut découvrir une culture sans aucun jugement. Et donc par rapport à notamment le rapport homme-femme, c'est complètement différent de chez nous, mais à prime abord, si tu regardes, oui, tu vas voir que les femmes, souvent, elles travaillent pas. Elles vont être à la maison, elles vont s'occuper des enfants. C'est elles qui vont faire toujours à manger. Tu verras quasiment jamais un homme préparer à manger le soir, même si ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. Et en fait, donc au début, tu vas te dire, bah ouais, pourquoi la femme, elle a cette place? Pourquoi l'homme, c'est différent? Pourquoi est-ce que l'un aurait plus que l'autre? Et puis après, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte justement que c'est pas une question qu'il y a le sexe faible et le sexe fort ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une société qui fonctionne comme ça depuis des décennies et des décennies, où en fait c'est juste chacun a trouvé sa place, chacun se plaît entre guillemets dans la place qu'il a. Et des fois, quand justement tu vas discuter avec les femmes, elles vont te dire, mais moi, quand l'homme, il part la journée marcher avec les chèvres pour aller les faire brouter ou les faire boire, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Moi, je préfère rester à la maison. Je m'occupe de ma petite maison, je m'occupe de mes enfants. Et en fait, c'est justement là où c'est important, en fait, de creuser. Et je pense que c'est ça aussi que ces rencontres m'ont beaucoup apporté, c'est justement de pas être, enfin,
de vraiment pas être dans le jugement et de pas se faire une idée juste avec ce que tu vois en surface, mais prendre le temps vraiment de creuser, de poser un petit peu les questions, de se mettre à la place des gens pour se dire, ah mais oui, en fait, je comprends ton point de vue. Moi, chez moi, c'est totalement différent, mais en fait, je comprends pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu ressens ça. Et en fait, bah oui, la femme n'est pas du tout en dessous de l'homme. Quand tu prends d'un point de vue extérieur, tu peux te dire, bah, elle fait moins de choses, elle est moins mise en avant, quoi que ce soit. Et en fait, la femme est ultra respectée. Tu verras jamais un enfant mal parler à sa mère, tu verras jamais de l'irrespect, même l'homme avec la femme, tu vois qu'il y a énormément, énormément de respect. Chacun sait que l'autre est indispensable au bon fonctionnement de la famille et du village en général. Et du coup, je trouve que c'est des belles leçons en fait que ces rencontres nous apportent parce que c'est des choses, nous, dans le quotidien, on va se dire, ah bah, moi, je pensais pas comme ça ou j'avais pas assez ouvert mon esprit sur tous ces sujets-là. Et en fait, ouais, c'est ces différences juste de culture qui sont super belles et qui te montrent une fois de plus à quel point notre monde est ultra diversifié et que c'est là toute la beauté. Enfin, ça serait juste horrible que tout le monde pense pareil, tout le monde fonctionne pareil. Justement, moi je trouve que c'est vraiment nos différences qui font la beauté de notre planète. Et après, ben, selon ton point de vue, tu peux te dire, bah, moi je me sens mieux dans cette société que dans une autre. Mais bah, l'autre personne va te dire, oui, mais moi je me sens plus à l'aise et plus en sécurité dans ma société et j'aime pas forcément la tienne. Les rencontres comme ça t'apporte beaucoup sur toutes les différences et sur le fait que, bah, en fait, juste c'est pas grave d'être différent. C'est justement super beau et enrichissant pour tout le monde, je pense. Si bien résumé. C'est vraiment c'est complètement ça. Et puis j'aime bien Pauline qui à la fin explique qu'en fait même eux ils étaient super contents d'apprendre ces différences culturelles-là. Ils expliquent en fait et vous ressentez qu'ils n'ont pas envie de changer. Ils ont conscience que le monde évolue. Il y en a certains qui vont à l'école, qui vont dans d'autres villages, qui vont dans les villes un petit peu plus modernes, mais ils veulent vraiment rester comme ça, préserver leur culture. Et en fait, elle explique qu'ils sont heureux comme ça, ils veulent juste de la stabilité. Et Mélissa, elle explique aussi dans Rendez-vous en Terre Inconnue que c'est ce qui l'a le plus marqué, qu'en fait, ils sont juste, ils vivent tranquillement. On a vraiment l'impression qu'ils se prennent pas trop la tête, que c'est vraiment cette stabilité et cette force tranquille. Et donc voilà, pour les auditeurs et auditrices qui ont envie d'en apprendre plus sur la culture Maasai et voir des moments riches en émotions, je vous conseille vraiment de regarder le reportage d'Olivia. Comme je disais, l'heure passe très vite, mais si on peut aborder, avant de terminer, quand même un petit peu ton grand voyage de ces dernières années, de ces derniers temps, c'est donc l'aventure en 4x4. Donc, est-ce que tu peux expliquer pour celles et ceux qui ne connaissaient pas ton parcours avant, d'où est venue cette idée de partir comme ça, traverser l'Afrique en 4x4? Ouais, bah en fait, l'idée est venue pendant le confinement. Donc à ce moment-là, j'étais avec mon ex-copine Charlie et on voulait vraiment partir pour un long voyage. Donc moi, j'avais déjà eu l'occasion de partir plusieurs mois toute seule. Elle, à ce moment-là, ne l'avait jamais fait. Et en fait, on voulait se lancer dans une chouette aventure. Le continent africain, pour nous, c'était une évidence parce que, gros coup de cœur, on s'était rencontrés aussi en Tanzanie, donc c'était une fois de plus quand même un lien à la Tanzanie, tout ça. Et en fait, on voulait découvrir ce continent en profondeur. Et puis, on avait vu pas mal de nos amis qui voyageaient en 4x4. Et en fait, c'est vraiment un petit peu un concours de circonstances. Et ça a été très naturel de se dire, bah, en fait, ça sera le moyen de locomotion, ça sera le 4x4. Le continent, ça sera l'Afrique. Et puis, on va partir. On n'a rien du tout prévu, on n'a pas trop planifié. Comme je le disais un peu au début, à la base, on pensait commencer par l'Est et juste traverser en fait du nord-est jusqu'au sud-est, donc de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Et puis les soucis de frontières ont fait qu'en fait on a commencé par l'ouest. Mais du coup, comme on voulait absolument faire l'est, on s'est dit bah plutôt qu'une traversée, on va finir par faire le tour du continent africain. Donc c'est pour dire à quel point c'était vraiment pas planifié. Et en fait, donc moi, j'avais déjà mon travail avec les réseaux sociaux, avec la création de contenu, donc partir sur le long terme, ça me dérangeait pas, je pouvais continuer de voyager sur la route. On a fait en sorte d'aménager le 4x4 pour justement avoir un vrai espace à l'intérieur, un bureau, on avait de l'électricité, de l'eau, enfin, on était vraiment en totale autonomie. Et Charlie, à ce moment-là, a quitté son travail pour se mettre aussi en freelance, pour pouvoir travailler sur la route et puis subvenir aux besoins au fur et à mesure. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait cette liberté de pas avoir de plan, c'est qu'on n'avait pas besoin de date de retour, on n'avait pas un budget qui allait partir petit à petit. C'est vraiment, on travaillait chaque mois pour gagner de l'argent, pour continuer à voyager et à faire d'autres projets.
Et du coup, voilà, on est parti dans l'optique de faire le tour du continent. Pas d'une traite, parce qu'on voulait pas partir plusieurs années sans jamais revenir. Le but, c'était de partir en gros 9 mois d'affilée. Ensuite, de laisser le 4x4 dans le pays où on était, rentrer pour les 3 mois d'été, et puis après revenir. Et donc, on a fait ça pendant 2 ans et demi. Donc du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud par la côte ouest. Juste incroyable comme aventure. Il y a plus de 100 épisodes sur YouTube pour attraper tout ça, donc ça peut prendre un peu de temps, mais j'ai vraiment documenté un petit peu toutes les grandes étapes de ce voyage. Et puis vers la fin, on a décidé de se séparer avec Charlie, mais on est quand même allé jusqu'au bout du voyage. Donc on a fait plusieurs mois à la fin parce qu'on voulait arriver jusqu'en Afrique du Sud, toutes les deux, même si on était séparés, on s'entendait toujours bien. Donc on s'est dit que voilà, c'était important pour la symbolique d'aller au bout. Donc, on a atteint l'Afrique du Sud en janvier 2024. Et puis à ce moment-là, Charlie garde le 4x4 dans lequel on avait voyagé jusque-là, qui s'appelle Joe, parce que oui, on a donné un nom à notre 4x4 parce qu'il fait partie de la famille. Bien sûr. Et moi, du coup, j'ai décidé de repartir à zéro. Donc, je suis rentrée en France. J'ai acheté un nouveau 4x4 que j'ai appelé Kibo. Kibo, d'ailleurs, étant le nom du sommet du Kilimandjaro. Donc, encore une fois, toute une symbolique par rapport à la Tanzanie. Là, j'ai terminé d'aménager Kibo. Le but, c'est de l'envoyer jusqu'en Afrique du Sud en container. Parce que je vais pas refaire toute la route non plus que j'ai déjà fait. Et de le récupérer en Afrique du Sud pour terminer le voyage, donc par la côte Est. Donc cette fois-ci, je serai toute seule. Et puis voilà, faire terminer l'Afrique par l'Est et potentiellement passer ensuite par le Moyen-Orient. Et puis après, je ne sais pas. Enfin, il y a plein de possibilités, mais il y a encore pas mal d'aventures qui arrivent et c'est vrai que là je commence à avoir assez hâte de repartir parce que ça fait plusieurs mois que je suis en France. Alors j'ai eu d'autres projets au milieu. Je suis repartie notamment faire un épisode de ma série documentaire entre-temps. J'ai pas mal de petits trucs. Puis faire une pause aussi, ça m'a fait du bien parce que mine de rien, quand tu voyages par la route, qu'en plus tu travailles, donc c'est pas des vacances, même si certains le pensent, c'est vraiment pas des vacances. En fait, c'est assez fatigant autant physiquement que mentalement. Et donc cette pause en France m'a fait beaucoup de bien. Mais là, je commence vraiment à avoir hâte de pouvoir repartir, déjà de ressentir cette liberté d'être avec mon 4x4, de revivre un petit peu toutes ces sensations et puis de découvrir de nouveaux pays. J'ai encore pas mal de pays qui m'attendent. Je pense que ça va être des chouettes moments, des belles rencontres. J'ai très hâte de pouvoir refaire du contenu sur tout ça. Et comme je l'ai dit, avec en ligne de mire d'arriver en Tanzanie, du coup, avec mon petit Kibo. Et en fait, vraiment, je me dis, il va y avoir deux moments très forts quand je vais arriver en Tanzanie. Ça va être le moment où je vais retrouver Fanny Ibra et puis les Maasai que je connais. Et puis, il y aura aussi le moment où, quand j'irai dans le nord du pays, où j'ai très hâte de pouvoir prendre une photo de mon Kibo en face du sommet Kibo et de me dire toute la symbolique que voilà, il est venu Mhm. de France et qu'il arrive en Tanzanie. Et du coup, je pense que ça va être une belle aventure et ouais, c'est un gros projet. Et je pense que le fait de justement de partir en véhicule, de pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus, prendre son temps dans chaque pays, c'est ça aussi qui permet de découvrir enfin, pas mal de choses. Et moi, je trouve ça intéressant de pouvoir le documenter justement sur mes réseaux parce que pareil, ça montre différentes facettes. Du voyage, du continent, du fait de voyager seul, d'être en 4x4, d'être sur un continent qui est encore bourré de préjugés. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que moi j'adore cette aventure et là j'ai très hâte de pouvoir repartir. Incroyable, t'as répondu à je ne sais pas combien de mes questions là d'un coup, donc franchement merci, c'est parfait. Est-ce que tu as des petites appréhensions quand même peut-être, parce que là ce coup-ci tu pars donc seule à l'aventure. Déjà, ben, deux femmes toutes seules avec un 4x4, enfin vous m'avez bluffé, tu le partages dans certaines de tes vidéos, c'était pas de tout repos quand même, vous vous êtes transformé en mécano par moment. Sur certaines vidéos, tu expliques que tu as ta routine check-up pour le 4x4. Enfin, c'est bluffant. Vous êtes retrouvés aussi, pareil, encore une fois, tu documentes tout. Il y a eu des sorties de route dans le sable, dans l'eau. Et j'imagine d'ailleurs que c'est pour ça aussi que tu as préféré partir avec un Defender, enfin un vrai 4x4 plutôt que partir avec juste un van aménagé. Là, du coup, est-ce que tu te dis, bon, là, je pars toute seule, on sera pas deux pour certaines de ces galères, est-ce que t'as pas un petit peu d'appréhension? Honnêtement, non. Moi, j'ai jamais eu peur de voyager seule. Mon tout premier voyage solo, je l'ai fait à mes 18 ans. Je suis partie un mois, c'était mon premier voyage et puis je me suis pas posé de questions. Je suis partie un mois en sac à dos à faire du stop, dormir chez l'habitant. Enfin, moi, c'était direct dans le truc, c'était tout ou rien, quoi. Et en fait, j'ai jamais ressenti cette peur parce que j'avais vraiment envie de le faire. Je suis quelqu'un d'assez têtu. Et en fait, quand je veux faire quelque chose, enfin, je fais en sorte de le faire.
Et après, bah, je me rends compte de est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça, est-ce que c'était une bonne idée ou pas, enfin peu importe, mais moi je fais les choses. Et du coup, en fait, j'ai jamais ressenti l'appréhension de partir. Donc c'est vrai que des fois, on me demande des conseils justement pour les gens qui vont avoir des blocages ou des peurs à l'avance. En fait, moi, j'ai jamais ressenti ces peurs, donc c'est difficile d'exprimer, enfin de m'exprimer là-dessus. Mais en fait, moi, je trouve ça, je me suis tellement découverte à travers le voyage seul et j'aime tellement ce que ça apporte que je vais être vachement excitée du fait de repartir seule plutôt que d'appréhender parce qu'en fait, je trouve ça juste magique, toutes ces découvertes. En plus, franchement, quand on dit qu'on part seul, oui, on part seul, mais on est tellement peu souvent seul parce qu'on fait plein de rencontres. D'autant plus quand on est une femme seule, les gens viennent vachement facilement vers nous. Ils vont être très curieux, ils vont nous poser des questions. Et en fait, on peut, entre guillemets, choisir si on veut être seul ou pas. Donc il y a des moments où on va faire exprès, par exemple, de se mettre dans un endroit où il y aura personne parce qu'on a besoin de cette petite bulle. Moi, je reste quelqu'un d'assez solitaire aussi, donc j'aime les moments où je suis calme. Enfin, je me ressource beaucoup dans les moments où je vais être sans personne. Je vais être vraiment juste dans ma bulle, je vais être tranquille, sollicitée par personne. Et puis après, quand au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre d'être moi-même avec moi-même, bah, en fait, je vais aller à la rencontre d'autres personnes. Je vais faire des rencontres avec d'autres voyageurs ou avec des locaux et puis vivre des moments du coup partagés. Je trouve ça cool justement cet équilibre-là que tu peux trouver dans le voyage solo, où il va y avoir des moments où quand tu vas être seul, bah, en fait, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses sur toi-même. Ça fait un peu bateau, mais c'est tellement réel parce que en fait, tu vas avoir beaucoup de moments où tu vas réfléchir à pas mal de choses. Tu vas avoir des moments où justement ça va être peut-être un petit peu plus galère, mais tu vas te rendre compte à quel point tu es totalement capable de te sortir de ces galères ou de trouver des solutions, de faire des choses. Enfin voilà, moi, comme tu le disais, on est devenu mécano, entre guillemets, mais on n'était pas du tout mécano à la base. Je le suis toujours pas. Par exemple, si ma voiture en France, elle tombe en panne, je sais pas faire grand-chose. Par contre, mon 4x4, j'ai appris à connaître comment il fonctionne, quelles peuvent être les pannes, et faire des petits trucs de base. Mais voilà, je pensais absolument pas, il y a encore quelques années, que j'étais capable de changer une durite ou de changer les plaquettes de ma voiture, enfin, j'en sais rien. Alors qu'en fait, c'est des choses toutes simples et on est tous capables de le faire. Mais du coup, je trouve ça beau ce que ça peut apporter. Après, le seul point négatif, moi, je trouve, par rapport au voyage solo, après avoir vécu justement du voyage à deux, c'est plus le fait que quand tu vis des moments forts, bah, du coup, tu les partages pas avec quelqu'un. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un souvenir que tu vas avoir en commun avec quelqu'un. Et en fait, ça peut être un peu compliqué à gérer quand tu rentres, parce que toi, tu auras vécu toutes ces émotions, tu te rappelleras de tous ces souvenirs, toutes ces sensations. Et après, quand tu rentres, tu peux ressentir un petit décalage avec les gens Hmm. où tu vas te dire, bah en fait, j'ai personne qui me comprend. Alors que quand t'es à deux, ben t'as vécu un truc, l'autre te comprend, t'as littéralement vécu la même chose. Mais quand tu voyages seul, je sais pas moi, par exemple, tu te retrouves face à un coucher de soleil, c'est l'un des plus beaux que t'as vu parce que la journée était belle, il y a eu des petits détails qui font que. Après, quand tu vas raconter ça à tes proches, ils vont te dire, ouais, bon, ok, montre-moi une photo de ton coucher de soleil, c'est cool, mais sans plus, quoi. Alors que toi, profondément, tu trouveras ça incroyable. Et je pense que ça, c'est le truc qui manque le plus quand je suis en voyage seul, c'est de pas avoir ces moments partagés et ces souvenirs partagés avec quelqu'un. Mais sinon, en dehors de ça, non, non, je trouve ça magique de pouvoir partir seul et je le conseille fortement, que ce soit homme ou femme, même si c'est pas sur du long terme, parce que, bon, moi, on pourrait croire que c'est un petit peu à l'extrême parce que je peux partir plusieurs mois toute seule dans des endroits où je vais pouvoir me retrouver dans des sacrées galères et tout. Mais tu peux déjà partir juste un week-end en France, en Europe. Tu te fais un petit truc solo. Et en fait, je trouve que ça peut faire déjà beaucoup de bien parce que tu vas ressentir cette liberté. Tu vas faire vraiment ce que tu veux. Tu dois rien à personne. Tu te retrouves un petit peu dans ta bulle. Tu vas faire des rencontres. Et du coup, moi, enfin, mon seul conseil justement par rapport à tout ça, c'est justement de tester, pas forcément longtemps, pas forcément très loin, mais juste tester de partir un petit peu seul et puis voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment... Il y a des gens qui ne supportent pas de partir seul, hein, ils s'en rendent compte après, et voilà, vraiment chacun fait comme il veut. Mais je trouve que c'est quand même une belle expérience, même si t'as pas envie de la réitérer après, ça reste des belles expériences et je pense que ça peut t'apprendre pas mal de choses aussi sur ta manière de réagir, tout ça. Donc c'est vrai que moi j'ai pas du tout d'appréhension parce que j'ai compris justement Ce que tu avais à y les gagner en côtés, fait. ouais, exactement. C'est ce que j'aime dans le voyage seul et du coup, j'ai très envie de revivre un petit peu ces émotions-là. Et puis en plus, tu seras quand même un petit peu accompagné, j'ai envie de dire, avec ta communauté, puisque je me doute que tu vas continuer
à documenter tout ça. Et encore une fois, je me répète, mais j'encourage vraiment les gens à aller regarder tes vidéos sur YouTube, parce que comme je le disais, voilà, je pense qu'on aurait pu parler pendant 2-3 heures pour rentrer un petit peu plus en détail pour tout ce côté sur l'aménagement de votre maison roulante, en fait, comme tu le dis, où tu as fait pas mal de vidéos pour expliquer Ouais. comment ça se passe, l'aménagement d'un 4x4 ou même d'un van, les accessoires indispensables, comment comprendre et installer l'électricité, l'isolation. Tu parles un peu aussi de ce côté mécanique. Tu abordes aussi dans certaines FAQ le côté cohabitation quand on se lance dans une aventure à deux, parce que une maison roulante, oui, mais une petite maison de quelques... c'est quoi, 3-4 mètres carrés ou quelque chose comme 3 ça? mètres carrés. Ouais. Donc voilà, j'imagine que c'était pas simple tous les jours non plus. Donc ça, voilà, tu l'abordes beaucoup sur ton blog. Et peut-être, est-ce que, pour terminer par rapport à cet aspect 4x4 quand même, outre le fait que c'est un peu ta maison roulante, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce voyage en 4x4 justement? Moi, je pense que c'est vraiment la liberté. C'est la liberté et l'autonomie que t'apporte le véhicule. Comme tu l'as dit, on a fait le choix d'avoir un 4x4, donc c'est un Defender, donc c'est un modèle qui est assez petit par rapport à certains véhicules d'expédition. C'est un petit modèle, passe-partout, mais à l'intérieur, tu as quand même de l'espace pour l'aménager. Et puis surtout, il a une capacité de franchissement, d'aller sur les pistes et tout, qui est génial. Du coup, pour mon voyage, c'est vraiment le véhicule parfait. Et en fait, il te permet d'avoir la liberté de te dire, je peux partir une semaine en totale autonomie sur des pistes. Déjà, je sais que je vais pouvoir passer sur ces pistes grâce à mon véhicule. J'ai assez d'autonomie pour tenir une semaine sans revenir dans une ville. Et puis, pendant cette aventure, je vais sûrement aller dans des endroits où peu de gens vont, où je vais aller rencontrer des gens qui vont être super intéressants. Et en fait, moi, au début, j'avais beaucoup voyagé en sac à dos. Je trouvais ça aussi très chouette de voyager en sac à dos. Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert le voyage en véhicule, notamment en 4x4, c'est vraiment mon moyen de voyager préféré parce que ça te permet de découvrir tellement de choses. Et je trouve ça juste génial. Et en fait, on se rend compte que même si on pourrait avoir l'impression que le fait de partir en véhicule, ben, tu vas peut-être moins t'ouvrir aux autres, alors que quand tu es en sac à dos, tu es littéralement, entre guillemets, exposé. T'as pas une carapace autour de toi, c'est toi qui es là. Et on pourrait croire qu'en véhicule, une fois que tu t'enfermes dans ton véhicule, tu vas pas forcément à l'extérieur ou quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout, parce que bon, déjà, le côté véhicule, quand il voit une femme au volant, des fois, ça peut interpeller. Donc, tu vas avoir quand même pas mal de curiosité et de rencontres par rapport à ça. Et puis, le fait que ça soit un petit véhicule, on reste très peu enfermé à l'intérieur. Ça peut nous arriver le soir, par exemple, quand on a vraiment besoin de bosser. Moi, je vais m'enfermer dans mon 4x4 et puis t'as presque l'impression qu'il y a personne à l'intérieur parce que je suis focus sur le travail. Mais la plupart du temps, mon 4x4 va me faire vivre dehors. C'est-à-dire qu'il va faire chaud, donc je vais être dehors, je vais faire ma petite vie autour du 4x4. Et en fait, les gens voient que tu es là, ils vont venir à ta rencontre. Toi, tu peux aussi voir ce qui t'entoure. Donc, tu vas décider d'aller à droite ou à gauche pour découvrir différentes choses. Et en fait, c'est toutes ces manières-là que je trouve belles avec le voyage en 4x4. C'est, encore une fois, tu peux décider un petit peu selon tes envies de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux t'éloigner et vraiment te retrouver sans personne? Ou est-ce que tu veux aller à la rencontre des gens, essayer de passer sur des pistes où tu pourrais faire des belles rencontres? Et en fait, toutes ces possibilités-là, je trouve, sont juste trop belles à travers le voyage en 4x4. Et justement, tu as mis aussi une vidéo que j'ai beaucoup aimée où tu expliques un peu une journée classique, on va dire, au bord d'un 4x4 dans ce cadre d'aventure-là, où à un moment tu sors ta petite table pour travailler, parce que ça aussi, j'ai bien aimé que tu rappelles aux gens qu'en fait, t'es pas en vacances, c'est vraiment un travail. On le voit sur Instagram, tu partages parfois les journées que tu fais à faire du montage vidéo. Parce que c'est vraiment un contenu de qualité, tout le temps que tu vas prendre pour répondre aux gens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu seras un peu accompagné aussi par ta communauté, parce que je pense que tout le monde va être derrière toi pour ce prochain chapitre. Et petite parenthèse, quand même, tu arrives à avoir Internet vraiment à chaque fois, parce que moi, ça me bluffait de voir que tu arrives à poster déjà aussi régulièrement, parce que tu postais à peu près une fois toutes les semaines, il me semble.
Ouais, bah c'est pareil, on a souvent l'impression que quand, enfin dans certains pays ou quoi, l'accès à Internet va être vachement plus compliqué. Et en vrai, pas tant que ça, dans la plupart des pays, c'est assez simple. Donc moi, je prends toujours des cartes SIM locales quand j'arrive dans le pays. Comme ça, j'ai accès au réseau local. Tu peux acheter des fois, c'est des cartes SIM prépayées. Tu prends, je sais pas moi, 20 gigas, 30 gigas d'Internet. Et après, franchement, c'est juste une organisation à avoir. C'est-à-dire que tu te rends vite compte quand tu arrives dans le pays de comment un petit peu est Internet. Moi, par exemple, pour mes vidéos, je sais que pour uploader une vidéo sur YouTube, j'ai vraiment besoin d'une bonne 4G. Une 3G suffit pas. Donc, en fait, en général, ben, quand je vais être dans des endroits où ça va être en 3G, bon, c'est pas grave, ça me suffit pour regarder mes mails, les petits trucs de base et tout. Bosser sur mon montage, j'ai pas besoin d'internet pour faire ça, donc ça c'est très bien. Même si je suis dans un endroit sans réseau, je peux quand même faire le montage de ma vidéo et tout. Et c'est juste, je sais que voilà, à partir du vendredi, samedi, je vais essayer de trouver un endroit pendant 1 heure ou 2 où il va y avoir du bon internet. En général, il suffit de se rapprocher d'une ville et t'as Ouais. toujours une petite antenne. Voilà, je reste posée à cet endroit-là pendant quelques heures, le temps de charger. S'il y a besoin de faire d'autres choses où il y a beaucoup d'internet, télécharger des épisodes Netflix, des trucs comme ça. Et ben en fait, ça se fait très bien. C'est juste une petite organisation à avoir. Et je sais que voilà, je vais éviter, par exemple, le week-end, vu que je poste le dimanche, je vais éviter le week-end de partir dans un endroit où il y aura zéro réseau en plein milieu du désert. Je vais plutôt me garder ça pour le début de semaine, au milieu de semaine. Mais c'est juste une organisation. Après. Voilà, moi, maintenant, moi, je suis habituée et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qu'on voit pas. Moi, j'essaie d'en montrer un petit peu, comme tu dis, mais les gens se rendent pas forcément compte justement des heures passées sur l'ordi, que ce soit pour le montage, que ce soit pour les mails, pour les photos, pour le tournage, pour essayer de trouver des idées, pour filmer tout ça, sachant que oui, du coup, je fais ça toute seule. Même quand on voyageait du coup à deux avec Charlie, on avait chacune notre travail, donc Charlie ne prenait pas du tout part à la création de contenu pour mes réseaux. Et du coup, c'est vrai que c'est énormément de travail et c'est juste une organisation et une discipline à avoir comme si tu travaillais pour quelqu'un en France. C'est juste que moi, j'ai fait en sorte que mon travail, je puisse le délocaliser de un peu n'importe où et que je puisse choisir ben, mes horaires et mes tâches à faire. Donc, des fois, ben, je vais travailler très tard le soir, je vais travailler les week-ends, les dimanches, les jours fériés. Au final, je vais clairement faire un 35 heures, voire plus à la fin de la semaine. C'est juste que ça sera souvent dans des endroits chouettes. Donc, ça, c'est clair. Mais bon, j'ai fait en sorte de pouvoir le faire. Et c'est juste que bah, tu te rendras pas forcément compte parce que ça sera, parce que je vais pas le filmer, je vais pas le partager et tout ça. Et c'est vrai que des fois, justement, les retours des gens, c'est drôle de lire ça parce que tu vas avoir certains qui, justement, se rendent compte du travail. Et puis, tu vas en avoir d'autres qui vont dire, ah, mais on aimerait beaucoup plus de vidéos. Beaucoup... Et alors, je suis là, attendez, vous vous rendez pas compte déjà pour faire une vidéo par semaine, le travail que c'est, plus tout ce qui est à Ouais. côté. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je trouve ça important de montrer un petit peu les backstage aussi parce qu'on ne le voit pas forcément. Il y a des créateurs qui montrent pas ça. Moi, je trouve ça cool de justement montrer, ben, des fois, voilà, je travaille beaucoup, des fois, j'arrive pas à faire les choses à l'heure. Enfin, des fois, il va pas y avoir de vidéo le dimanche parce que ça a été trop intense ou parce que j'ai pas réussi à gérer mon timing ou qu'il y a eu un tournage qui s'est calé, qui était vachement intéressant. Et essayer de partager un petit peu tout ça parce que je trouve ça cool aussi d'impliquer justement les gens dans tout ça pour qu'ils se rendent compte et qu'après, ça soit pas juste, bon, bah, ok, un contenu de plus sur les réseaux. Alors que non, derrière chaque créateur, faut pas oublier que c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Et voilà, je pense que c'est des petits rappels qui sont importants à dire. Complètement. Et écoute, on te souhaite justement que ce prochain périple soit exceptionnel. J'ai hâte de voir ces images. En plus, j'imagine que tu vas repartir avec ton drone encore, où tu nous fais Ouais, des images juste incroyables. Il va y avoir aussi donc un prochain épisode de ta série Humanité avec un youtubeur assez connu en plus, où là, encore une fois, on est sur un pays fantastique. Donc voilà, un petit peu de teasing. Donc restez stay tuned pour la suite de tes aventures. Je te souhaite vraiment le meilleur. Encore merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais foncez voir les vidéos d'Olivia parce que c'est vraiment un contenu enrichissant. C'est pas juste voilà, on regarde un youtubeur qui part en vacances. Non, c'est pas du tout ça. Moi, je repense par exemple, tu parlais de ce fait quand vous arrivez des fois dans certains pays en tant que femme au volant, que ça attire un petit peu l'attention. Il y a cette vidéo où vous êtes au Ghana, il me semble,
où là, il y a, je sais pas, une vingtaine de gens qui viennent autour de votre véhicule, des enfants qui touchent un petit peu à tout, qui avaient jamais vu ça avant, où il y a aussi notre vidéo où vous parlez d'une cérémonie vaudou au Bénin, vous avez été escorté par la police, enfin, je pense que c'est, si on pouvait avoir ça sur Netflix, tu vois, ou même, je te souhaite vraiment que, je sais pas, par exemple, France Télévisions soit interpellé par ta série Humanité parce que c'est vraiment un super contenu. Donc encore merci Olivia. À bientôt pour de nouvelles aventures. Donc on te suit sur Instagram, YouTube, sur le petit reporter. Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour ce moment, c'était super chouette. J'étais très contente de pouvoir parler de tous ces sujets. Et puis ouais, il y a pas mal d'aventures qui vont arriver, donc je vais essayer de partager ça du mieux possible sur mes différents réseaux. On a trop hâte. Donc pensez, j'allais dire comment on peut te soutenir, ben, à s'abonner sur ta page Instagram, regarder les vidéos YouTube, pensez à s'abonner, à liker les vidéos. Donc voilà, on te soutient et encore merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a permis de vous évader, de voyager et que ça vous a peut-être donné aussi des pistes et des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Votre soutien est précieux, alors si ce podcast vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez pas à le partager, laisser des commentaires et pourquoi pas 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Good Visa Podcast. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques secondes et pourtant ça m'aide tellement. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et c'est tellement gratifiant de lire vos retours sur les épisodes qui vous ont plu. Alors du fond du cœur, merci pour tout et à bientôt.